nous revoilà dans notre émission Les cerveaux psychos. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle rubrique, le Gérontomag. Gérontomag. En effet, aujourd'hui, l'espérance de vie est toujours plus longue et ne cesse d'augmenter. Et ainsi, le nombre de personnes de plus de 85 ans devrait être multiplié par 5 d'ici 2060. Heureusement, la majorité de ces personnes vieillissent dans de bonnes conditions, avec seulement 8% des personnes de 60 ans et plus qui sont dépendantes, et seulement 20% des plus de 85 ans. Avec cette avancée en âge de la population, les conditions de vie des personnes âgées, que ce soit pour les personnes qui restent à domicile avec une aide, ou les personnes qui sont institutionnalisées en EHPAD par exemple, de nombreuses recherches aujourd'hui s'intéressent à la qualité de vie de ces personnes, ainsi qu'à la qualité et l'efficacité des soins qu'ils peuvent recevoir. Nous verrons donc dans cette rubrique le Gérontomag divers professionnels qui vont intervenir pour nous faire part de leurs expériences et des nouvelles méthodes qui émergent pour faciliter l'accompagnement de nos aînés, et nous nous intéresserons tout particulièrement aux pratiques innovantes et aux techniques non médicamenteuses en gérontologie. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à deux de ces pratiques. La validation qui va nous être présentée par Thierry Rousseau. Bonjour. Bonjour Thierry. Et Sylvie Treffel nous présentera l'humanitude. Bonjour Sylvie. Thierry, je vous laisse vous présenter et nous présenter en quelques mots la validation. Oui, bonjour, donc du coup je m'appelle Thierry Rousseau, je suis orthophoniste et j'ai un doctorat en psychologie. Je suis aussi chercheur à Angers. D'abord, avant de vous parler de la validation, il faut absolument définir qu'est-ce qu'une personne démente de nos jours. Du coup, une personne démente, c'est une personne qui a des déficits cognitifs. Ça peut aller d'une perturbation du langage, d'une perturbation de la mémoire, ou bien des fonctions exécutives comme la capacité d'ordonner, ou d'organiser, ou de faire des projets par exemple. Il faut que cette personne ait eu une ou plusieurs de ces perturbations, et il faut que le déclin se soit fait de manière progressive, non pas du jour au lendemain. Et aussi que cette démence soit produite non pas par des substances, par des maladies neurodégénératives comme les maladies qui impactent le système nerveux central, ou par des affections générales comme l'hyperthyroïdie ou bien les carences en vitamine B12. Avec tout ça, du coup, on peut dire que la validation qui a été créée par Naomi Feil en 1963, c'est une technique non médicamenteuse qui va servir à essayer de comprendre les ressentis des patients pour essayer de les valider, pour qu'ils se sentent reconnus et qu'ils aient une forme de dignité en fait. Voilà. D'accord, très bien, merci. Et pour vous Sylvie, parlez-nous un peu de vous et de l'humanitude. Enchantée, alors je suis Sylvie Treffel, responsable de formation et directrice Formadev dans les établissements pour personnes âgées Corian. Alors l'humanitude, c'est une technique qui a été développée par Yves Gineste et Rosette Marescotti en 2001. Et c'est un ensemble d'éléments qui font qu'on se sent appartenir à l'espèce humaine. Le but est de réhabiliter la personne dans sa dignité et en particulier d'améliorer la relation entre le patient et le soignant. On s'inspire des interactions précoces pour mieux comprendre les gestes et les attitudes qui permettent à la personne âgée de se sentir en confiance. Très bien, ça a l'air très intéressant. Ces deux méthodes semblent en effet très prometteuses. Mais comment cela fonctionne au quotidien? Pour la validation par exemple, Thierry? Bien, pour la validation, en fait, ça va être une sorte de démarche empathique qui va nécessiter de connaître bien l'individu, c'est-à-dire son passé, sa condition actuelle. Il va aussi falloir être présent physiquement très très proche avec l'individu et aussi être présent au quotidien en fait, c'est-à-dire venir le voir très souvent. Voilà. Il faut aussi réussir à se décentrer lors de la rencontre avec l'individu. Il faudra se décentrer en fait de sa propre vision du monde pour essayer d'adopter la vision de la personne d'en face et aussi réussir à se centrer sur soi. Cette notion de centrage sur soi, c'est assez compliqué, c'est en fait la technique qui va nous permettre de nous détacher de nos émotions actuelles pour essayer de ne pas interférer avec notre capacité à ressentir l'état émotionnel de l'autre. Voilà. Et bien oui, en fait, la validation est une démarche empathique. Elle nécessite de bien connaître le sujet. Il faut connaître l'histoire de l'individu, la condition actuelle de l'individu. Il faut aussi être le plus authentique possible en fait, pour réussir à créer une relation de confiance avec l'individu. Et il faudra aussi réussir à se décentrer d'une certaine façon de sa propre vision de la vie, puisque la personne qui est avec nous n'avait pas la même vision de la vie que nous on a maintenant. Et il faudra réussir aussi au même instant à se centrer sur soi-même. Se centrer sur soi-même, c'est une notion assez compliquée puisqu'il s'agit de s'extraire de l'émotion présente pour pas que ça interfère avec notre capacité à ressentir l'état émotionnel de l'autre.
Il faudra en fait réussir à rejoindre la personne, être en symbiose avec elle, pour la rejoindre dans sa réalité actuelle, même si ce n'est pas la vraie réalité. Et en fait, on pourrait résumer la validation comme étant de l'empathie qui crée de la confiance qui réduirait l'anxiété qui créerait une sorte de dignité du coup, puisque la personne sera moins anxieuse. Et cette dignité créée, ça va augmenter du coup la condition de vie de l'individu. Très bien, merci Thierry. Et pour l'humanitude, Sylvie, comment cela se passe au quotidien? L'humanitude utilise principalement 3 canaux sensoriels qui sont les regards, la parole et le toucher. Les regards doivent être bienveillants et affectueux pour ne pas que la personne se sente menacée, comme des regards horizontaux en se mettant au niveau des yeux de la personne, des regards axiaux en regardant au maximum la personne dans les yeux, et des regards longs et proches qui sont souvent ressentis par la personne comme amicaux. La parole sur un ton mélodieux avec des mots tendres en utilisant autant possible le feedback et l'autofeedback quand la personne ne veut pas répondre. Et le toucher qui doit être professionnel, on ne saisit pas les poignets de la personne en pince, on l'entoure. Progressif, c'est-à-dire qu'on touche d'abord les zones neutres puis on va vers les zones sensibles. Et permanent durant la totalité du soin et pacifiant, c'est-à-dire doux et vaste. Très bien, donc en fait c'est un état d'esprit et un mode de travail à utiliser constamment. Mais si vous êtes ici, c'est aussi pour nous parler des expérimentations auxquelles vous avez participé tous les deux à ce sujet. Pour vous Thierry, vous avez avec Elle Brunin mené une étude sur un atelier de validation et troubles du comportement de sujets âgés désorientés, institutionnalisés en juin 2013. Racontez-nous un peu comment cela s'est passé. Bien, pour résumer, on explique en introduction que plusieurs auteurs se mettent d'accord pour dire que la démence c'est une forme de communication, que ces déficits seraient donc une tentative de communiquer avec autrui. C'est dans cette optique en fait que nous avons décidé de prendre 2 sujets, 2 résidentes d'une unité de vie sécurisée, Madame N de 81 ans et Madame V de 87 ans, et toutes 2 atteintes de démence. Nous les avons amenées en fait à participer à un groupe de validation qui consistait en fait à leur donner un rôle au sein d'un plus grand groupe, pour ainsi leur redonner le sentiment d'exister, en leur apportant un plus grand sentiment de contrôle de soi, un but et aussi une place dans leur quotidien. On a observé à la suite de ces séances de groupe une diminution des manifestations des troubles psychocomportementaux chez ces 2 résidentes. Cette expérimentation avait un double objectif qui était aussi d'observer l'évolution de l'impact de la validation sur la prise en charge des soignants. On a donc pu observer une amélioration du travail des soignants puisqu'ils n'avaient plus autant de troubles psychocomportementaux à gérer dans leur travail. Remarque, on a pu bien observer malheureusement que certains troubles diminuaient, mais d'autres par contre revenaient aussitôt. Voilà. Ça a dû être très intéressant. Et vous Sylvie, vous avez participé avec de nombreux collaborateurs, et notamment Philippe de Normandie, à une évaluation comparative de 2 dispositifs de formation professionnelle axés sur l'accompagnement des résidents d'EHPAD présentant des troubles psychocomportementaux en 2014. Je vous laisse nous en dire un peu plus là-dessus. Oui, ces 2 dispositifs de formation étaient donc l'humanisme et le FormaDEP. Toute cette étude s'est faite avec les établissements du groupe Corian et notre objectif principal était de mesurer et de comparer l'impact de ces 2 dispositifs de formation par rapport à une formation académique tout en diminuant la charge de travail et en améliorant le bien-être des soignants et des personnes âgées, en particulier celles qui présentent des troubles psychocomportementaux. Donc nous avons sélectionné 9 EHPAD que nous avons divisés en 3 groupes selon un tirage au sort. Un groupe H qui suivait la formation Humanitude, un groupe F qui suivait la formation FormaDEP et un groupe C Contrôle qui ne suivait aucune des 2 formations, mais qui avait un personnel ayant suivi une formation académique. Et on s'était bien sûr assuré à l'avance qu'ils n'avaient jamais suivi ce type de formation. Notre population consistait en des personnes âgées de plus de 65 ans qui résidaient depuis plus de 2 semaines dans un établissement du groupe Corian et qui étaient suivies depuis au moins 2 semaines par le soignant qui avait pu apprendre à les connaître. L'avantage du FormaDEP et de l'Humanitude, c'est que dans les 2 cas, l'objectif est de mieux accompagner les résidents qui présentent des troubles comportementaux en cherchant à réduire le stress et en développant une prise en charge adaptée pour les patients atteints de troubles démentiels. Pour chaque EHPAD, la formation est divisée en 4 étapes. Tout d'abord, une journée d'évaluation et de sensibilisation avec une matinée d'évaluation de l'établissement et une conférence de sensibilisation l'après-midi. 3 sessions de formation de 4 jours chacune par petit groupe de 10 personnes. Une session de formation spécifique de 10 jours pour un soignant référent dans chaque établissement et une journée de suivi post-formation. Donc on a jugé différents indicateurs. Pour les soignants, c'était le degré d'épuisement, le taux d'absentéisme et de turnover.
Et pour les résidents, c'était l'évaluation de la douleur avant et pendant les soins sur l'échelle ECPA, c'est l'échelle comportementale d'évaluation de la douleur de la personne âgée non communicante, l'état de dépendance du résident et le nombre et la qualité de médicaments par jour. En résultat, on a pu observer un impact de la méthode FORMADEP sur l'agitation et l'agressivité des résidents qui persistent relativement bien dans le temps, ainsi que sur l'apathie, ce qui permet ainsi aux soignants de mieux repérer ces différents comportements, et une diminution des symptômes dépressifs pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer avec la formation Humanitude. Globalement, les différentes formations permettent aux soignants de mieux comprendre et mieux prendre en charge les résidents. De plus, la diminution de l'agressivité et de l'agitation permet de réduire grandement l'impact sur la santé mentale des soignants en réduisant ainsi le taux d'absentéisme et le turnover. Le FORMADEP a quand même cet avantage d'une prise en charge plus personnalisée du patient en prenant en compte son passé pour mieux comprendre son comportement présent. Ces méthodes se ressemblent donc beaucoup et semblent avoir chacune leur spécificité. On a pu comprendre qu'elles permettent une prise en charge adaptée de la démence, une pathologie encore difficile à accompagner à l'heure actuelle. Je vous remercie tous les deux pour ces renseignements. Et nous, chers téléspectateurs, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour parler de la méthode Sneuzelen. À la semaine prochaine!